février 1887, à Dijon, s'ouvre le procès de Roger Bernard de Molène. À première vue, c'est un gentilhomme, mais qui, vous allez le voir, a une réputation qui le précède. Ce jour-là, c'est bien dans le box des accusés qu'il est convoqué pour une double tentative de meurtre. De Molène n'est pas un fou qui a agressé de pauvres innocents dans la rue, juste un homme jaloux et aux abois qui a tenté par 2 fois en quelques secondes d'assassiner sa femme. Assise en face de lui, elle baisse les yeux pour ne pas croiser son regard. C'est ainsi que débute notre histoire. Je suis Camille Debreuil et je vous raconte aujourd'hui un nouveau crime oublié. Si vous avez lu certains livres de la série des Rougon-Macquart, d'où est tiré par exemple le célèbre Germinal, vous voyez un peu à quoi ressemble la vie dans les années 1880 en France. Il faut dire qu'avec le mouvement naturaliste auquel appartient notamment Zola, aucun détail n'est laissé au hasard, c'est le propre de ce mouvement. S'il y a bien une chose qui intéresse particulièrement les gens à cette époque, ce sont les histoires de mœurs. Elles ne tuent pas forcément, rarement d'ailleurs, mais elles sont sournoises et peuvent entacher une réputation sur des générations entières. Vous allez me dire que là, Roger de Molène a quand même essayé de tuer, et donc on tombe directement dans le chef d'accusation, assassinat. Mais vous vous doutez bien que si c'était si simple, il n'y aurait pas 3 épisodes sur cette affaire. Avant de tout vous dévoiler, laissez-moi vous planter le décor, et surtout vous présenter les personnages de cette histoire. Roger de Molène, né en 1852, est le fils unique du comte Joseph de Molène et issu d'une famille noble originaire d'Auvergne, les de Molène de la Vernède. Il fait des études de droit, puis il s'inscrit au barreau de Paris, après avoir obtenu son doctorat à la faculté de Lyon. Il fait son service militaire au sein du 9e régiment de hussards, en garnison à Vesoul, et enfin, il étudie l'administration départementale pendant un stage de 2 ans au cabinet du préfet du Puy-de-Dôme. En 1877, il est nommé sous-préfet dans l'Eure. Cependant, c'est un homme à l'image un peu sulfureuse. On dit de ses mœurs qu'elles sont dispendieuses et même tapageuses, et ses opinions cléricales ternissent rapidement sa réputation. C'est en conséquence de cette réputation, peu enviable, qu'en 1881, le nouveau préfet demande et obtient sa démission. Le comte de Molène essaie alors de rebondir en se présentant comme candidat républicain aux élections législatives dans la circonscription des Andelys, dans l'Eure. Il n'arrivera qu'en 3e position. En 1884, il se livre en sous-marin à une véritable entreprise de trafic d'influence pour obtenir une nomination en échange d'une somme de 25 000 francs. Il verse déjà 5 250 francs en espérant devenir chef du cabinet du futur préfet, mais toute l'affaire échafaudée échoue lamentablement et au tribunal, il racontera avoir voulu uniquement se livrer à une étude de mœurs contemporaines. Pas très convaincant. D'ailleurs, le préfet qui avait demandé et obtenu sa démission est assassiné 2 ans plus tard, en 1886, et longtemps, de Molène sera suspecté, mais disculpé faute de preuves. L'administration choisit de ne pas le réintégrer dans ses rangs et commence une errance pleine de noblesse pour Roger, qui aime pourtant mener la grande vie mais sans pouvoir se le permettre, les fonds familiaux fondant comme neige au soleil. Il n'a bien sûr pour habitude ni l'effort ni le travail, et donc en 1884, Roger de Molène est aux abois. Et même s'il a hérité du château de Turcet de la part de ses parents, il l'a déjà lourdement hypothéqué et ses combines l'ayant ruiné petit à petit, il a désespérément besoin d'argent. La seule solution qui s'offre alors à lui pour se sauver de ce déshonneur, c'est le mariage. Celle qui va devenir sa femme, c'est Marthe Marie Olympe Chanteau. Il n'y a pas de particule à son nom, qui d'ailleurs n'est pas à rallonge comme celui de son futur époux. Mais ne vous méprenez pas, elle n'en est pas moins importante. Marthe est la fille de Charles Chanteau, un pharmacien très reconnu à son époque.
Malheureusement, il y a très peu d'informations sur lui et sur sa famille disponibles aujourd'hui. Leur réputation est intacte et même brillante, notamment grâce à Charles, le père, sur le devant de la scène dans son domaine. Il est, avec un confrère, l'inventeur de la médecine dosimétrique, assez controversée maintenant, mais très répandue au XIXe siècle. Pour info, la médecine dosimétrique vise à traiter le cancer en utilisant une sorte d'homéopathie augmentée, adaptée à chaque patient pour maximiser les effets positifs du traitement, tout en réduisant les dommages au tissu sain. Forcément, ce n'était pas très bien vu des médecins plus traditionnels, mais cette technique a été largement exportée de France, notamment en Espagne et dans les territoires d'outre-mer. Sa fille Marthe est donc un très bon parti, et en 1884, elle a déjà 26 ans, ce qui est un âge bien avancé à l'époque pour être une femme célibataire. Roger est noble, il est ancien sous-préfet, et ça plaît pas mal à beau-papa Charles Chanteau. En plus, il possède le château de Turcet, qui n'est pas juste une bicoque, et pas mal de terre à côté. Enfin ça, c'est ce que Roger raconte à la famille Chanteau, parce que la réalité, vous l'avez compris, est un peu moins lumineuse. Mais le mariage entre Roger et Marthe est loin d'être un mariage d'amour, c'est un mariage de convenance, et en embrassant Roger, Marthe embrasse surtout la noblesse. Pour contrebalancer, Charles Chanteau offre à son gendre une très belle dot, 150 000 francs. C'est une somme colossale. À l'époque, on rigolait pas quand on vendait sa fille. Ces deux-là se marient donc le 26 juillet 1884 et Roger de Molène devient donc riche, en plus d'être un ancien administratif reconnu. Clairement, le gars a gagné au change, on ne peut pas en dire autant de sa nouvelle femme. Avant de vous raconter un peu plus ce qu'il se passe derrière la jolie façade du couple de Molène, il faut qu'on parle un peu mariage, et plus précisément mariage au 19e, parce que laissez-moi vous dire que c'était pas la même limonade qu'aujourd'hui. Au 19e siècle, en France, le mariage est une institution très importante, régie par des conventions sociales strictes et même des lois. Ils sont généralement arrangés par les familles, notamment dans la bourgeoisie et l'aristocratie, comme c'est le cas pour les de Molène. C'est pour ça qu'ils sont un très bon exemple pour explorer ces aspects-là de l'histoire. Ces mariages étaient souvent conditionnés par des considérations économiques et sociales, plutôt que par le coup de foudre de deux ados enflammés. L'époux et l'épouse avaient des rôles très définis. L'homme était le chef de famille, responsable de la protection et de la subsistance de sa femme et de ses enfants. La femme, quant à elle, était en charge du foyer et de l'éducation des enfants. Jusque-là, je pense que vous avez bien le tableau en tête. Les époux ont de vrais devoirs l'un envers l'autre, et par là j'entends que s'ils ne les respectent pas, ça peut aller très très loin côté justice. Ils se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Un peu comme nous aujourd'hui, sauf que sont obligés. La loi interdit l'adultère pour les deux sexes, mais ça va vous étonner, les conséquences sont généralement bien plus sévères pour les femmes. En effet, l'infidélité féminine est perçue comme une menace pour la lignée familiale, vu qu'elle risque d'engendrer des enfants avec un autre que son mari, et c'est surtout un déshonneur total pour l'homme de s'être fait tromper comme ça. Et pas d'histoire de mariage sans parler divorce, parce qu'il a été légalisé en France en 1792 quand même, pendant la Révolution, mais a été aboli sous le régime napoléonien en 1816. Il a été réintroduit en 1884 avec la loi Naquet qui autorisait le divorce pour deux raisons. La première, pour faute, adultère, condamnation à une lourde peine, excès d'alcool, de drogue, sévices et injures graves. Et ensuite par consentement mutuel, après une séparation de corps d'au moins 3 ans. Mais allez, je ne vous en dis pas plus sur ce sujet pour l'instant, parce que vous allez en apprendre de belles au cours de l'histoire. Le matin même de son mariage, Roger de Molène descend chez le marchand de vin en bas de chez lui et se fait servir eau-de-vie et absinthe, histoire d'avoir les idées claires. Le lendemain de son mariage, Roger se rend chez le banquier où Charles Chanteau a déposé la dot de sa fille, les 150 000 francs. Dans ces cas-là, évidemment, ce n'est pas Marthe qui a la main sur son argent, mais son mari, bien que l'argent lui appartienne toujours. Techniquement, elle en est propriétaire, mais elle ne peut pas s'en servir. Sur la somme totale, le Roger se fait remettre 54 000 francs immédiatement, qu'il envoie à une de ses maîtresses. Et paf, d'un coup, il n'est plus du tout sympathique. Bien sûr, sa femme l'apprend très rapidement et elle est ulcérée de voir que le bougre n'a pas la moindre considération pour elle.
Elle l'accuse très rapidement de l'avoir trompé sur la marchandise, parce qu'il est en fait ruiné, que le château de Turçay est à moitié hypothéqué, et qu'en tant que mari, on a vu mieux aussi. Ce que Roger n'avait pas dit, c'est que son argent, il aimait le dépenser dans les bonnes bouteilles qu'il se descend seul et d'une traite. Évidemment, Marthe avait d'autres choses en tête pour son mariage, et c'est très rapidement la déception pour ce mariage arrangé entre deux jeunes gens qui sont complètement désaccordés. Au Roger, ça lui arrive aussi souvent de découcher du lit conjugal pour aller s'allonger aux côtés des galantes, comme on les appelle à l'époque, qui sont globalement des femmes de petite vertu. Il se rend tard le soir dans les maisons qui accueillent avec plaisir au cœur de Dijon les messieurs déçus de leur mariage. Moyennant de rondelettes sommes quand même, et en quelques mois, la dot de Marthe diminue à vue d'œil. Quand il rentre, il est enivré par les parfums de femme et surtout par l'alcool qui coule à flot, et n'hésite pas à jouer à la loi du plus fort avec sa femme en l'insultant ou en la frappant. Très souvent, il traite Marthe de roturière, de vendeuse aux halles. Apparemment, à l'époque, c'est l'insulte suprême quand on est bourgeois. Et la méprise avec beaucoup d'énergie, certain qu'il a commis là une mésalliance en épousant une femme qui n'est pas noble. J'ai envie de vous dire qu'il était quand même au courant avant de dire oui devant le curé, et qu'il aurait fallu s'en rendre compte avant que les Chanteaux n'étaient pas nobles. Sauf que lui était fauché, et ça, il s'était bien caché de le mentionner à sa femme et à sa belle famille. Les premiers jours de ce mariage mal arrangé sont houleux, déjà ternis par l'adultère flagrant de Roger et par l'inaction de Marthe, prise au piège dans un mariage dont elle ne veut pas. Elle s'est faite avoir, la pauvre, et au lieu d'un noble bien vu de l'administration, elle se retrouve avec un poivreau vulgaire qui ouvre les cuisses des premières galantes venues. Ce ne sont que les premiers jours, mais ce mariage ne va pas en rester là, et les conduira tous les deux jusque sur les bancs du tribunal. C'est ce que je vous raconterai la semaine prochaine, dans le 2e épisode de cette saison de Crimes oubliés, consacré à l'affaire de Molène.